Bonsoir Jean-Loup Bonamy, vous êtes déjà venu, si je puis dire, nous voir. Tout à fait. Nous vous avons vu. Pendant la période du Covid, on avait organisé avec vous une visioconférence et nous avions à ce moment-là parlé des questions de politique industrielle. C'est ça. Vous revenez avec un livre, L'Occident déboussolé, donc c'est un tout autre sujet, qui pose un certain nombre de questions cruciales par rapport au débat intellectuel. Et pour amorcer notre discussion, je vais commencer comme vous l'avez fait en fait, par une anecdote que vous racontez, une anecdote qui se déroule dans le train Besançon-Belfort et qui évoque, vous allez le dire vous-même, un incident entre un voyageur et une contrôleuse de la SNCF. Racontez-nous ça. Très bien. Alors, je vous remercie Bertrand, et tout d'abord, je tiens à vous remercier et à dire que je suis honoré d'être reçu dans cette véritable et vénérable institution des mercredis de la NAR. Donc, dans ce livre, L'Occident déboussolé, que j'ai publié aux éditions de l'Observatoire, j'ai essayé de commencer chaque chapitre, enfin l'introduction et ensuite chaque chapitre, par une anecdote vécue pour être le témoin. Alors, j'espère que cette expression ne vous mettra pas en colère, mais pour être le témoin du pays réel, comme le disait Maurras. Donc, ça va, le plafond ne nous est pas tombé sur la tête après avoir cité ce nom. Donc d'avoir été le témoin du pays réel. Et je raconte une anecdote en deux temps. Les deux temps sont intéressants et les deux temps de cette anecdote irriguent le livre. Le premier temps, donc vous avez un homme, un passager, d'origine maghrébine qui est contrôlé par une contrôleuse de la SNCF et dans le train Paris-Belfort où je me trouvais. Et cet homme n'a pas son billet et immédiatement il se montre très agressif et menaçant avec des menaces de violence physique et même de mort à l'encontre de la contrôleuse. La contrôleuse fait face et lui tient tête calmement et courageusement de manière très professionnelle. Et elle ne cède pas malgré les menaces et les intimidations. Et tout d'un coup, l'homme change de discours et l'accuse de racisme, accusation absolument infondée et calomnieuse, puisque à aucun moment la contrôleuse n'avait dit ou fait quelque chose de raciste. Et là, la contrôleuse est déstabilisée et finalement bat en retraite. Ce que les menaces et les intimidations n'avaient pu obtenir, l'accusation de racisme, elle, avait abouti au résultat voulu, c'est-à-dire un voyage gratuit. Et donc là, je m'inscris par exemple, dans la filiation d'un sociologue disparu, regretté, mais que vous connaissez, qui est Paul Yonnet. Je crois que Marcel Gauchet, qui était un ami de Paul Yonnet, était venu chez vous présenter la réédition du livre de Yonnet, du livre que Paul Yonnet avait justement consacré à l'antiracisme et à la genèse du mouvement SOS Racisme. Et on voit aujourd'hui comment le néo-antiracisme exerce une pression extrêmement forte dans la société. Comment la notion de racisme est devenue omniprésente et obsédante. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai voulu analyser et décrire dans cet ouvrage. Donc c'est la première partie de l'anecdote où je me fais, après dans ce livre, analyste et contempteur du néo-antiracisme et de la dictature morale qu'il exerce dans nos sociétés. Et donc là, c'est un discours assez classique, on peut dire, dans
dans une certaine droite identitaire, et j'ai essayé de reprendre ce discours, mais en même temps de le renouveler et d'y apporter des éléments d'analyse nouveaux. Et ensuite, cette anecdote donc, que je raconte dans l'introduction, il y a un deuxième temps, c'est que quelqu'un est intervenu dans le train, un homme qui était lui aussi d'origine maghrébine et qui portait un croissant, symbole de l'islam, en pendentif autour du cou. Et il s'est interposé et a dit qu'il était membre du service de sécurité de la SNCF, mais en civil, en permission, si je puis dire. Et donc, il est intervenu, il a dit à la contrôleuse de revenir, de verbaliser le contrevenant. Il était d'ailleurs assez imposant physiquement et très, très ferme. Et il a dit que, bien sûr, les petites accusations totalement mensongères de racisme de la part du contrevenant ne prendraient pas avec lui qui était d'origine maghrébine, qui était musulman. Il a même mentionné sa mère voilée. Et donc ça, c'est un deuxième aspect. Et il me semble que là, cette réalité, par exemple, des courants aujourd'hui très présents dans le débat public, comme la droite identitaire, enfin en tout cas une partie de la droite identitaire, le zémourisme, etc., ne se rendent pas du tout compte de cette dimension-là et de cette complexité du phénomène. Puisque par exemple, quelqu'un comme Éric Zemmour vous dirait ce à quoi on a assisté avec la scène du contrevenant qui refuse de payer, qui menace et qui invoque le racisme, c'est une manifestation du choc des civilisations sur notre sol. Or, on voit que les choses sont plus complexes, sont plus nuancées, et que finalement, la suite de l'anecdote apporte un démenti, au moins partiel, à cette vision des choses que pourrait par exemple apporter le zémourisme. Donc il s'agissait pour moi à la fois de pointer du doigt les problèmes indéniables liés à l'immigration, et y compris dans son lien avec la délinquance, les problèmes d'identité, de multiculturalisme, de communautarisme, et aussi de ce que j'ai appelé la dictature morale du néo-antiracisme, sans pour autant tomber dans les simplifications et dans les poncifs justement de ce courant de pensée. Alors justement, c'est ce qui est intéressant sur des sujets qui sont quand même battus et rebattus depuis 40 ans et qui ont été souvent débattus au Mercredi de la Nare et dans notre journal. Vous arrivez à dialectiser de façon assez neuve ces sujets. Vous avez évoqué le thème de la guerre de civilisation, un sujet également rebattu depuis fort longtemps, mais vous dites, en fait, nous assistons plutôt à une guerre de décivilisation. Tout à fait. Donc c'est un élément de réflexion qui, effectivement, me semble avoir sa pertinence, qui renvoie aussi à ce que disait Olivier Roy sur l'ignorance. Oui, ce qu'il appelait la sainte ignorance. La sainte ignorance, titre d'un de ses livres, qui justement est la base en fait d'un certain nombre de débats sur l'islam, sur l'immigration et sur les civilisations. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus long sur le sujet de cette décivilisation? Oui, alors pour moi j'ai voulu justement être critique, une critique constructive et je l'espère originale, de la thèse classique du choc des civilisations. Vous savez que c'est d'abord un paradigme géopolitique formulé par le géopolitologue Samuel Huntington aux États-Unis, et après qui disait que après la fin des idéologies, la chute de l'URSS, on allait voir s'affronter de grands blocs civilisationnels, ce à quoi je ne crois pas, et je vais vous dire pourquoi. Et cette thèse a été reprise à un niveau plus local, plus national, pour dire que, par exemple, les problèmes auxquels on pouvait assister sur notre sol en lien avec le communautarisme ou le multiculturalisme ou le terrorisme islamisme étaient des manifestations locales de ce choc des civilisations qui serait importé via l'immigration. Moi, je ne partage pas cette lecture pour 3 raisons. Première raison, parce que j'estime qu'il y a d'abord et avant tout un problème culturel et civilisationnel en France, que la France se décivilise.
parce que elle perd son identité, elle oublie sa culture, elle renie son histoire, elle s'américanise. Et quand je parle d'américanisation, je ne parle pas de la grande culture états-unienne, celle d'Hemingway ou de Faulkner, ou même des meilleurs films d'Hollywood, mais vraiment d'une sous-culture d'importation. Et regardez par exemple comment se comportent les politiques français. C'est Régis Debray par exemple qui dit que aujourd'hui les politiques, à commencer par Emmanuel Macron, n'écoutent plus la Marseillaise dans la posture française traditionnelle, mais ils l'écoutent à l'américaine, la main sur le cœur, comme un président des États-Unis, ce qui est une innovation complète, qui n'a rien à voir avec nos traditions et notre histoire. Regardez les déclarations d'Emmanuel Macron qui a dit « il n'y a pas de culture française ». Donc, le problème, c'est notre propre décivilisation. De même, regardez également la ville de Nantes, la municipalité de Nantes, qui a affirmé au moment des fêtes de Noël que Noël n'était pas une fête chrétienne. Donc, on voit globalement une crise de civilisation, une décivilisation. Pour qu'il y ait un choc de civilisation, faudrait-il encore qu'il y ait une civilisation? Et donc, moi j'ai le sentiment que nous souffrons d'abord et avant tout d'un propre mal interne, endogène, et que les autres problèmes liés à l'immigration, à l'islamisme, au multiculturalisme, sont en quelque sorte des maladies opportunistes qui viennent se greffer sur notre propre déclin. Mais que le problème est d'abord et avant tout notre déclin. De même sur l'assimilation, je sais que c'est une thèse qui vous tient à cœur, et justement j'ai essayé d'être critique du modèle communautariste anglo-saxon et plutôt un défenseur de l'assimilation à la française, mais avec une vision renouvelée de cette problématique. On ne peut pas assimiler les étrangers, les immigrés, leurs enfants, à un pays qui ne s'aime plus lui-même, à un pays un pays qui n'aspire qu'à se dissoudre lui-même dans le grand bain de la mondialisation. Donc, tout le monde a besoin d'une identité, puisqu'on n'apprend plus aux gens à être fiers de l'identité française. Il n'est pas surprenant que pour ceux qui sont issus de l'immigration, eh bien, ils se bricolent une autre identité de substitution liée à leurs origines. Donc d'abord, retrouver une forme de fierté d'être français plutôt que de nous dissoudre dans le grand bain de la mondialisation. Ça, c'est mon premier argument contre le choc des civilisations. C'est, sommes-nous encore bien sûrs d'avoir une civilisation ? Pouvons-nous reprocher aux immigrés ou à leurs enfants de ne pas s'assimiler quand nous voyons que nous-mêmes, nous n'avons rien de désirable, plus rien de désirable à leur proposer? Bon, ça c'est ma première critique qui, justement, je trouve que dans le choc des civilisations, on se sert un peu trop du bouc émissaire, de l'arabe de service, si je puis dire, pour lui mettre sur le dos nos propres démissions et nos propres renoncements. Ça, c'est mon premier argument. Le deuxième argument, je serai plus bref, c'est que l'islam lui-même, et ça peut valoir encore pour d'autres civilisations, traverse lui-même en fait sa propre crise de civilisation. L'islamisme est en fait une construction moderne, relativement récente, en réponse justement au choc de la modernisation très mal encaissé par le monde musulman. Je vous donne un exemple. En Syrie, il y a eu dans les années 2000, du fait du réchauffement climatique, de grandes vagues de sécheresse qui ont chassé les jeunes sunnites des campagnes qui vivaient au village et qui se sont établis dans les bidonvilles des faubourgs des grandes villes syriennes, à Damas, à Alep, à Homs, à Raqqa, etc., etc. Et ces jeunes, en fait, ont été des déracinés et ils ont échappé à l'islam traditionnel, celui de leurs parents, de leurs grands-parents, l'islam du village, l'islam des confréries soufis, et ils ont été pris en main dans leur déracinement et leur déculturation par un néo-islam, par exemple financé par les États du Golfe, enfin diffusé par les États du Golfe, etc., etc. Ils ont été pris en main par ce néo-islam dans les bidonvilles des grandes villes syriennes, et c'est eux qui, après, à partir de 2011, ont constitué le gros des rebelles djihadistes contre le régime d'Assad.
En France, il se passe la même chose, puisque l'immigration est par définition un déracinement et une déculturation, où des gens sont déculturés, puisque ils ne sont plus dans le pays d'origine de leurs ancêtres, et ne peuvent pas non plus s'assimiler à la France, qui, comme je l'ai dit, est elle-même en pleine crise identitaire et existentielle. Donc, ils sont disponibles pour être pris en main par tous les hurluberlus de la cause islamiste, que ce soit dans la variante frères musulmans soutenue par le Qatar, ou dans la variante salafiste, ou dans la variante djihadiste. Mais là, ce n'est pas l'islam éternel, celui qu'on aurait croisé à la bataille de Poitiers ou aux croisades. C'est bien un néo-islam qui profite de la crise globale que traverse le monde musulman, aussi bien dans les pays musulmans frappés par la modernisation que sur notre sol à travers le déracinement de l'immigration. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je critique le choc des civilisations, c'est que je ne suis pas sûr de retrouver les premiers califes omeyyades ou l'émir Abdelkader dans les attentats du Bataclan, mais plutôt un néo-islam entièrement rebouilli et reconstruit. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'un choc des civilisations suppose des civilisations, de grands blocs civilisationnels homogènes. Or, moi, ce que je constate, c'est une extrême division avec des voisins qui se détestent. Par exemple, Huntington, le chantre du choc des civilisations, nous parlait d'une grande civilisation asiatique. Moi, je vois, par exemple, deux pays asiatiques, le Vietnam et le Japon, qui sont très hostiles à la Chine, autre pays asiatique. Je vois des ethnies africaines qui sont censées toutes appartenir à cette soi-disant civilisation africaine dont parle Huntington, mais qui en fait est très diverse, et des ethnies qui sont en conflit les unes avec les autres. Et je vois un islam qui lui-même est extraordinairement divisé. Par exemple, entre sunnites et chiites, entre d'un côté, même au sein des États du Golfe, entre d'un côté l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui considèrent l'organisation des frères musulmans comme une organisation terroriste, et de l'autre le Qatar qui lui soutient les frères musulmans et qui est très hostile à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. On se souvient par exemple que les Saoudiens avaient mis le Qatar sous blocus il y a quelques années. Je vois un Maroc et une Algérie qui ne s'entendent pas du tout. Je vois en Algérie des tensions entre berbères et arabes. Je vois partout dans le monde musulman des affrontements entre islamistes et non-islamistes, etc., etc. Donc une théorie du choc des civilisations, par définition, Éric Zemmour est aussi un apôtre, nous fausse le tableau, empêche de voir les divisions internes et nous prive d'alliés. À partir du moment où vous posez une équation islam égale islamiste et où vous dites il y a une grande civilisation arabo-musulmane ou islamique qui est homogène et qui est notre ennemi, par définition, vous vous privez de toute division, enfin de toute division que vous pourriez exploiter, de toute alliance, de toute coopération. Je crois que par exemple le Maroc est un pays tout à fait musulman. Le roi du Maroc se présente comme le commandeur des croyants et pourtant les services de renseignement marocains nous fournissent des informations précieuses dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Au passage, parce qu'ils sont d'ailleurs très bien implantés en France, ce qui peut avoir un certain nombre d'inconvénients, mais ce qui, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nous permet aussi de nous renseigner du fait de leur implantation au Maroc, en France, en Belgique. Je ne crois pas que les agents des services secrets marocains qui luttent contre le terrorisme islamiste soient moins musulmans ou soient de moins bons représentants de la civilisation arabo-musulmane que les terroristes. Voilà. Alors, autre aspect de votre analyse, de votre dialectique, c'est que, et ça je ne l'avais jamais lu nulle part, vous accusez les racialistes, les dénonciateurs de l'Occident, justement, d'ethnocentrisme. Tout à fait. Vous dites que, de même que l'immigration est un phénomène issu d'une mentalité colonialiste, oui. De même, un certain mode de contestation de l'Occident est en fait une façon de rester complètement dans la logique occidentaliste.
Alors, expliquez-nous ça, Alors, s'il vous plaît. peut-être qu'après nous reviendrons rapidement sur justement cette thèse de la continuité de l'immigration qui, pour moi, est la poursuite et la continuité du colonialisme, parce que je pense que c'est une thèse qui peut intéresser justement la NAR. Et je crois que justement les monarchistes ont toujours été des critiques de l'aventure coloniale. Mais pour vous répondre, oui, c'est à la fois une thèse que j'ai voulu originale, parce que je me suis dit, quitte à écrire un livre, autant faire en sorte qu'il apporte quelque chose et qu'il ne soit pas une énième redite de ce qui a déjà été dit. Donc prenons des sujets rebattus et hyper rebattus où le lecteur se retrouvera, le lecteur qui s'intéresse à ces sujets se retrouvera, mais où en même temps on lui apportera quelque chose de nouveau et d'original. Et donc justement, ça a été le caractère original, je crois, j'espère, de ma thèse, quoique l'honnêteté me force à reconnaître que Gabriel Martinez-Gros, que vous avez déjà reçu à de très nombreuses reprises pour chacun de ses livres ici, et qui est un historien spécialiste du Maghreb médiéval, me semble-t-il, dit la même chose, et le dit, je le cite d'ailleurs dans l'ouvrage. Et simplement, comme il travaille sur d'autres sujets, il n'a pas fait un ouvrage entièrement sur cette question. Bon. Donc moi, ce que j'ai essayé de dire dans cet ouvrage, c'est que on avait souvent, et la droite identitaire l'avait souvent fait, dénoncer le caractère raciste et le racisme anti-blanc de la mouvance décoloniale. C'est selon moi tout à fait exact et je souscris à cette vision. Cependant, je pense qu'elle est exacte, mais qu'elle est incomplète et qu'elle manque le ressort psychologique et politique fondamental de la mouvance décoloniale. La mouvance décoloniale, pour moi, est non seulement animée par un racisme anti-blanc bien connu et bien documenté, mais aussi animée d'un racisme contre les populations dites racisées, par exemple noires ou arabes ou asiatiques, vis-à-vis desquelles le mouvement décolonial adopte une position tout à fait paternaliste. En fait, pour moi, le décolonialisme est un ethnocentrisme blanc qui consiste à maintenir à tout prix l'Occident au centre du monde comme l'acteur principal. Ce qui est tout à fait dans la continuité de ce qui se faisait à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, il fallait poser l'Occident comme le centre du monde, avec la mission civilisatrice dont parlait Jules Ferry, et l'Occident était au centre du monde pour être, pour le meilleur, pour être le phare du monde. Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens. On voit bien qu'il y a un recul de l'Occident. Je pense que Emmanuel Todd en parle mieux que moi. Il y a globalement un recul de l'Occident. Vous voyez par exemple la montée en puissance économique et politique absolument spectaculaire de la Chine ces 30 dernières années. Il y a donc un recul de l'Occident. Et je pense que cela, certains Occidentaux ne le supportent pas. Et comme nous n'avons plus les moyens d'être au centre du monde pour le meilleur, eh bien au moins restons au centre du monde pour le pire. Accusons-nous de tous les maux pour rester l'acteur central de l'histoire. Alors nous serons des salauds, mais en tout cas nous serons les plus grands des salauds, les meilleurs des salauds. Les autres n'auront pas d'histoire propre, d'histoire autonome en dehors de nous, et nous allons rester au centre de l'attention, comme justement ceux qui s'accusent et s'excusent en permanence, comme les grands bourreaux de l'histoire universelle. Et je crois que, pour reprendre une formule de Racine, l'Occident ne mérite ni cette indignité, ni cet excès d'honneur. Il ne mérite ni cet excès d'honneur qu'on lui faisait il y a un siècle en faisant de lui l'acteur central pour le meilleur, soi-disant supérieur aux autres, ce que je ne pense nullement, ni cette indignité qu'on lui fait aujourd'hui. Et c'est très net, regardez par exemple dans les débats qu'il y a eu sur l'esclavage. Je vais donner quelques exemples. Les débats qu'il y a eu sur l'esclavage, notamment aux États-Unis. On nous parle énormément de la traite transatlantique que la France a abolie en 1848
et que les États-Unis ont aboli dans les années 1860 à la suite de la guerre de sécession, mais on oublie complètement les deux autres grandes traites. La traite arabo-musulmane qui a duré 12 siècles a concerné des dizaines de millions d'esclaves noirs et plus que la traite transatlantique dans des conditions terribles. Et on oublie également la traite intra-africaine, c'est-à-dire des ethnies africaines qui en réduisaient d'autres en esclavage, avec ce qu'on appelle les royaumes négriers. Par exemple, le roi du Dahomey, c'est-à-dire le Bénin actuel, au moment où l'Angleterre, le Royaume-Uni de la reine Victoria, abolit la traite transatlantique, lui, le roi du Dahomey qui vendait des esclaves pour la traite, fait écrire à la reine Victoria pour se plaindre de cette abolition. Or, ces deux autres traites, arabo-musulmane et intra-africaine, n'intéressent absolument pas les décoloniaux qui préfèrent parler uniquement de la traite européenne transatlantique parce qu'elle est l'œuvre des Blancs. Mais quand elle est l'œuvre des Arabes, des Touaregs ou des Noirs, d'autres Noirs, là ça n'intéresse plus la mouvance décoloniale. De même, on nous parle toujours de cet esclavage aboli il y a maintenant un siècle et demi, mais ça intéresse beaucoup plus les décoloniaux, cet esclavage passé, que les 50 millions d'esclaves qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 50 millions d'esclaves, une bonne partie en Asie, une bonne partie en Afrique. Au Mali, pays dans lequel l'armée française est intervenue récemment, vous avez 300 000 esclaves aujourd'hui au Mali. Au Sénégal, les journalistes du journal Le Monde, c'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde, ont pu rencontrer les esclaves de la famille du président Macky Sall. Alors moi, je ne suis pas du tout ici pour critiquer le président Macky Sall, pour lequel j'ai plutôt la sympathie par ailleurs, mais simplement pour souligner la réalité omniprésente de l'esclavage aujourd'hui dans la société sénégalaise, comme dans la société malienne ou encore dans bien d'autres pays. Eh bien, là encore, ça n'intéresse absolument pas les décoloniaux. Peu importe ces 50 millions d'esclaves, parce qu'ils n'ont pas les bons maîtres. Leurs maîtres n'ont pas la bonne couleur, leurs maîtres ne sont pas des blancs, donc ça ne nous intéresse pas. Autre exemple que je rappelle à plusieurs reprises dans le livre, justement le mouvement Black Lives Matter, pour lequel je peux avoir une certaine sympathie, parce que, justement, essayant de présenter un bilan nuancé, je rappelle un certain nombre de bavures ou de crimes racistes commis par la police contre des citoyens noirs aux États-Unis. J'en dresse une liste non exhaustive, mais assez, à mon avis, assez éloquente et même assez effrayante. Donc, je conçois tout à fait la légitimité de la colère et de la protestation du mouvement Black Lives Matter. Mais simplement, pour être honnête, le mouvement Black Lives Matter, s'il voulait véritablement, concrètement améliorer la situation des Noirs, devrait d'abord nous dire que 93% des Noirs aux États-Unis victimes d'homicides sont tués par d'autres Noirs. 93%, ce sont les statistiques du FBI. Et sur l'infime minorité qui reste, les 7%, une bonne partie sont encore tués par des latinos dans le cadre du trafic de stupéfiants. C'est-à-dire que des Noirs tués par des Blancs aux États-Unis, c'est quelque chose, alors bien sûr c'est quelque chose qui arrive, qui est tout à fait horrible et condamnable et qui doit être combattu, mais c'est quelque chose en fait de rare. Et le mouvement Black Lives Matter, qui portait un slogan qui est couper les financements de la police, defund the police en anglais, il y a quelques municipalités progressistes aux États-Unis qui ont voulu appliquer ce slogan, qui ont baissé drastiquement à la suite de la mort de George Floyd les budgets de financement de la police. Qu'a-t-on vu? Une explosion de l'insécurité, une flambée du nombre d'homicides dans ces villes et surtout une très forte augmentation spectaculaire du nombre de Noirs victimes d'homicides et tués par d'autres Noirs du fait par carence policière suite à ces coupes budgétaires. Donc, très concrètement, des gens qui prétendaient, paradoxalement, des gens qui prétendaient défendre les vies noires avaient abouti à un résultat très concret
qui était l'inverse et qui était la mort de personnes noires. Mais ça, là encore, ça ne semblait pas intéresser le mouvement Black Lives Matter. De même, aux États-Unis, par exemple en Californie, certains, du fait que les élèves noirs, pour des raisons sociales, réussissent moins bien en mathématiques, ont retourné le problème et ont accusé les mathématiques d'être racistes. On a donc élaboré aux États-Unis des manuels scolaires qui ont été imposés dans certaines écoles, des manuels scolaires spécialement adaptés pour les Noirs, qui renonçaient à tout objectif de rigueur, de précision, d'exactitude dans la réponse ou de raisonnement. Et donc là, sous couvert d'antiracisme, on renoue avec le pire du stéréotype colonial et raciste, du noir qui serait, soi-disant, en fait, inférieur intellectuellement. Et donc, on retrouve là bien tout l'ethnocentrisme blanc et le racisme anti-noir de cette mouvance décoloniale qui condamne les non-blancs à être d'éternelles victimes et les prive de toute histoire autonome. Et là encore, on a vu les résultats, c'est qu'au bout de quelques années, vous avez eu une baisse globale du niveau scolaire en mathématiques dans les écoles publiques, une baisse encore plus accrue du niveau moyen des élèves noirs en mathématiques et des parents blancs et asiatiques qui ont massivement retiré leurs enfants des écoles publiques concernées pour les mettre dans le système privé, ce qui a encore accru les inégalités. Mais en vérité, la situation concrète des Noirs sur le terrain dans le ghetto noir américain n'intéresse absolument pas ces militants. Ce qui intéresse ces militants, c'est de se poser de manière narcissique et paternaliste, comme le chevalier blanc, au double sens du mot blanc, qui va venir en aide aux pauvres petits noirs et qui va s'accuser lui-même de tous les maux. Donc, c'est pour cela que j'ai essayé de souligner ces aspects. Et regardez, même en France, on est confronté à cette américanisation. Vous avez un individu qui est mort, et c'est tout à fait regrettable, lors de son interpellation par la gendarmerie, qui était monsieur Adama Traoré, mais bien connu pour un long pédigré judiciaire. Eh bien, sa sœur, Madame Assa Traoré, elle a été en une de la presse américaine, je crois du Time Magazine, le célèbre créateur de mode Christian Louboutin l'a prise comme égérie, ce qui montre d'ailleurs que le wokisme est totalement soluble dans le capitalisme, et il l'a prise comme égérie. Bon, pourquoi pas ? Mais quand, de même, l'Assemblée nationale, cet été, a observé 1 minute de silence lors de la mort du jeune Naël, tué par la police suite à un refus d'obtempérer. Bon. Mais quand, le même été, quelques semaines après, un jeune enfant de 10 ans, noir, comorien, musulman, qui n'avait rien demandé à personne, a été tué dans le sud de la France par des balles perdues dans le cadre d'un règlement de compte entre dealers. Là, Monsieur Louboutin, curieusement, ne s'est pas manifesté. Là encore, l'Assemblée nationale, pas de minute de silence. Une attention médiatique beaucoup plus faible. Tout simplement parce que les meurtriers n'étaient pas les bonnes personnes, ils n'avaient pas la bonne couleur, ce n'étaient pas des policiers blancs, donc la vie de cet enfant comorien ne les intéresse pas. Voilà, là ils n'en ont que faire. De même, une jeune fille d'origine maghrébine, Sokaina, qui était étudiante, qui travaillait chez elle dans sa chambre à Marseille, a été tuée d'une balle qui, elle, n'avait pas de casier judiciaire, contrairement à Naël ou à Adama Traoré, qui n'avait pas d'antécédent judiciaire. Eh bien, alors qu'elle était étudiante, elle travaillait dans sa chambre sur son ordinateur, et elle a été tuée d'une balle dans la tête, là encore, une balle perdue dans un règlement de compte entre dealers. Je n'ai pas vu M. Louboutin, je n'ai pas vu l'Assemblée nationale, je n'ai pas vu le Time Magazine aux États-Unis en parler. Tout cela, encore une fois, parce que les auteurs n'ont pas la bonne couleur. Donc évidemment, dans le positionnement narcissique où on veut dire « Regardez, je m'accuse de tout, je m'excuse de tout, il n'y a que moi qui compte, ne parlez que de moi », même si c'est pour dire du mal, eh bien là, évidemment, ça ne rentre pas dans les schémas, donc ça n'intéresse pas. De même que l'amélioration concrète de la situation des populations non blanches n'intéresse absolument pas.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs à la fois aussi bien dans la mouvance décoloniale que dans une certaine fraction de la droite identitaire. Regardez, par exemple, vous aviez fait une excellente critique en 2019 du livre d'Éric Zemmour sur l'histoire de France, un destin français. Et notamment, vous lui reprochiez à juste titre ce qu'il disait sur les croisades. Moi, il me semble qu'il y a un point commun aujourd'hui entre Éric Zemmour et ses adversaires islamistes, c'est que tous les deux surpondèrent considérablement l'impact historique des croisades. Les croisades qui ont joué un rôle majeur dans la dynamique de l'Occident, pour le monde musulman, et ça Gabriel Martinez-Gros le dit très bien, ont été en fait un épiphénomène dont les historiens arabes qui étaient habitués à toutes sortes d'invasions, à toutes sortes de présences de mercenaires, parlent très peu. Les croisades apparaissent très peu chez Ibn Khaldoun, par exemple. Ce qui compte, le grand choc pour le monde musulman, ça va être la catastrophe mongole, la déferlante mongole qui a détruit le califat abbasside, rasé Bagdad, massacré ses 100 000 habitants, et on estime que 10% de l'humanité est morte dans la catastrophe mongole, en sachant qu'en plus elle n'a pas touché l'Europe de l'Ouest, elle n'a pas touché l'Afrique noire, elle n'a pas touché l'Afrique du tout, elle n'a pas touché le continent américain, c'est-à-dire que dans le monde asiatique et moyen-oriental, vous avez quand même, si déjà la catastrophe mongole a tué 10% de l'humanité, c'est qu'elle a dû tuer quand même énormément de gens dans la région, notamment au Moyen-Orient. Bon, et après, pour faire bonne mesure, Tamerlan, il y a eu une réplique, a tué lui encore une bonne partie des musulmans du Moyen-Orient. La catastrophe timoride. Bon, ça n'intéresse ni les islamistes, parce que ça ne rentre pas dans leur schéma de lutte contre l'Occident, alors que pourtant c'est la réalité historique qui a profondément marqué le monde musulman, ni Éric Zemmour. Voilà, le fait de dire finalement les croisades qui ont été importantes pour l'Occident, pour le monde arabo-musulman, ça a été un épiphénomène assez superficiel. Ce qui compte vraiment, en fait, ce n'est pas l'œuvre des Occidentaux, des Européens, des Blancs, des chrétiens, c'est d'abord et avant tout l'œuvre des Mongols. Ça n'intéresse ni les islamistes, parce que ça ne rentre pas dans le schéma de lutte avec l'Occident, ni les décoloniaux, puisque ça voudrait dire qu'en fait il y aurait un autre acteur qui à un moment aurait été plus important dans la région que l'Occident, ni dans le schéma d'une certaine fraction de la droite identitaire représentée par Éric Zemmour, qui veut dire les croisades, Philippe le Bel a eu tort de renoncer à la croisade, etc., etc., alors qu'en fait elles ont joué un rôle vraiment assez superficiel dans le monde musulman. Alors, on a parlé un petit peu du communautarisme. Vous le liez à une crise de la représentation. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, le terme n'est pas de moi, de crise de la représentation, mais je l'ai repris. Finalement, il y a un paradoxe, c'est que depuis le néo-antiracisme des années 80, avec SOS Racisme, très bien analysé par Paul Lyonnais, on a une fascination pour l'autre. Et cette fascination pour l'autre aboutit paradoxalement à son exact contraire, une fascination pour le même. C'est-à-dire, on n'arrête pas de parler de l'autre avec un grand A, de la diversité, et finalement, quelle est la conséquence ? Eh bien, on voit par exemple des revendications communautaristes où on dit que les Noirs ne devraient être soignés que par des médecins noirs. On en arrive à des homosexuels qui veulent faire, certains homosexuels, une minorité, qui veulent faire des réunions en non-mixité, donc sans personnes hétérosexuelles. On en arrive à des étudiantes femmes aux États-Unis qui ne veulent plus lire et étudier que des auteurs, des autrices de sexe féminin. Donc finalement, en érigeant l'autre comme un modèle absolu, on ne veut plus que des choses qui nous ressemblent, et il y a finalement une fascination pour le même et pour le soi-même, avec désormais une incapacité à élargir son horizon. Voilà. Et je pense que c'est cette tendance intellectuelle, philosophique,
et même beaucoup plus profonde, affective, qui est devenue aujourd'hui très importante à notre époque dans toutes sortes de domaines, et pas du tout seulement dans les questions de communautarisme et d'antiracisme. C'est aussi ça qui explique la crise de la représentation politique, avec des populations qui ne se sentent plus représentées, parce que globalement, pour qu'il y ait de la représentation, il faut qu'il y ait du symbole. Or, il y a une crise du symbolique, très bien étudiée par Régis Debray, etc., etc. Il y a une crise du symbolique, une crise de la médiation, et ça traverse la société dans les domaines les plus variés. Et bien sûr, dans les questions migratoires et culturelles, ça aboutit au communautarisme. Donc, le communautarisme prend sa source dans quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus profond, qui traverse toutes sortes de domaines, et qui est cette crise du symbolique et de la représentation. Et donc, qui bat complètement en brèche, c'est-à-dire que la mondialisation, l'américanisation, et par ailleurs, d'autre part, la crise de la représentation, battent complètement en brèche le modèle assimilationniste, républicain, au profit du modèle communautariste anglo-saxon, qui, à mon avis, est en fait très mal compris. Par exemple, j'entendais une militante qui s'appelle Rokhaya Diallo dire que la France aurait beaucoup de choses à apprendre des États-Unis en matière d'antiracisme, et donc devrait opter pour un modèle communautariste, qui d'ailleurs, dans la pratique, est en train de se mettre en place dans les faits. Je constate que la situation des Noirs est infiniment plus dégradée aux États-Unis et que même la plus délabrée des banlieues françaises se porte infiniment mieux que le ghetto noir américain, où en termes de violence, de pauvreté et de ségrégation, de discrimination, on arrive à des choses totalement inimaginables pour l'instant en France. Et donc, je crois que ce communautarisme, en fait, américain, repose sur une logique raciste, qui est la vieille logique ségrégationniste de séparation des communautés, de refus de la mixité. Mais aujourd'hui, ce modèle communautariste, là où les choses deviennent, à mon avis, perverses au sens propre du terme, c'est que ce modèle communautariste authentiquement raciste et ségrégationniste est présenté comme le point le plus ultime de l'antiracisme, et où finalement le racisme avance masqué sous les oripeaux du néo-antiracisme. Voilà, où on prétend dénoncer le racisme, mais en même temps on n'a jamais autant parlé de race, jamais autant compté les couleurs de peau, jamais autant assigné les gens à identité et à résidence identitaire. Et voilà, je crois que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Alors justement, cette différence ou ces oppositions que vous établissez entre la France ou l'Europe et les États-Unis met en question, comme on dit, le titre même de votre livre. L'Occident déboussolé. Alors qu'on soit déboussolé, oui, de part et d'autre, aux États-Unis, en Europe, un peu partout, dans d'autres pays aussi extra-européens. Mais l'Occident, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Et même dans votre livre, je ne saisis pas votre concept d'Occident, parce que vous savez très bien que l'Occident, c'est un concept géopolitique qui est très précis, qui a été surtout développé au moment de la guerre froide, mais ça c'est les États-Unis et les alliés dans leur opposition, dans leur compétition avec le bloc de l'Est, qui d'ailleurs occupait une partie de l'Europe. Donc l'Occident, ce n'est qu'une partie de l'Europe. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui à cause du conflit russo-ukrainien. L'Occident dont on parle, c'est l'Occident ouest-européen et états-unien. Oui, nord-américain. Nord-américain. Alors ça, c'est un Occident, mais il y en a d'autres. Oui, tout à fait. Bon. Et il y a l'Occident de la civilisation occidentale. Mais justement, dans votre livre, vous montrez que la civilisation américaine, qui a sa grandeur, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas de ça dont on parle en ce moment, et à propos du wokisme et toutes ces dérives, la civilisation américaine telle qu'elle est aujourd'hui, elle est très différente, et même historiquement, elle est très différente de la nôtre. Il y a un fond commun, bien sûr, philosophique et politique,
Mais il y a aussi le projet des initial. différences majeures. La cité sur la colline que veulent construire les puritains, la destinée manifeste de ce pays, cette conception religieuse du bien et du mal dans les relations internationales, tout ça, c'est pas nous. Oui. C'est le contraire même de la diplomatie européenne, Tout à fait. une diplomatie westphalienne, une conception clausewitzienne de la guerre que les États-Unis n'ont pas du tout. Bon. Et c'est vrai également culturellement, vous venez de le dire. Bien sûr. Le communautarisme américain est l'héritage d'une histoire qui n'est pas du tout la nôtre. Bien sûr. On n'a pas... ce racisme américain est inconnu en France. Bien sûr. Il y a des racistes, il y en a toujours eu, mais enfin, notre histoire même, on a eu des conférences sur la guerre de 14 ou la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que les Américains, les soldats américains étaient étonnés et choqués de la relation entre les habitants du Nord ou de la région parisienne et les troupes noires, les troupes je le dis dans le livre, des colonies. Et qu'il y a eu des drames d'ailleurs, puisque les Américains avaient obligé la 2e DB à se débarrasser des troupes, des soldats qui n'étaient pas complètement blancs. Bon, parce que la cavalerie était une arme noble et qu'il ne pouvait pas y avoir des Noirs et des Arabes. Donc, ces deux mondes-là qui ne se comprennent absolument pas. Nous avons toujours eu, à l'époque des colonies, des officiers qui venaient de... souvenir, officiers qui venaient du Niger, qui étaient lieutenants de l'armée française, qui ont combattu en 14, etc. Donc, Kir, le Marocain. Oui, et on pourrait en citer beaucoup. Donc, il y a là deux mondes. Donc, pourquoi les réunir, même s'il y a une langue commune, des références communes, des mouvements philosophiques et littéraires qui nous sont communs, bien sûr, mais pourquoi réunir ces deux mondes dans un même concept d'Occident? Très bien. Alors, je vais vous répondre, d'autant... Alors, vous faites remonter le concept d'Occident à la guerre froide, mais vous savez qu'il était déjà avant, chez Spengler, dans le déclin de l'Occident. Oui. Bon. Mais, moi, je n'adhère pas du tout, je ne suis pas du tout ce qu'on pourrait appeler un occidentaliste, qui adhérerait à cette vision atlantiste, pro-américaine, que vous pointez du doigt. Et je pense qu'il y a en effet un fond commun qui relie l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, et ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui est un fond culturel, civilisationnel commun, et que ensuite ce fond s'est scindé en deux sous-ensembles tout à fait distincts. D'un côté, le sous-ensemble de la culture européenne, et de l'autre, le sous-ensemble américain. Et il me semble qu'aujourd'hui, ces deux sous-ensembles sont tous les deux déboussolés, tous les deux en crise, tous les deux confrontés à un certain nombre de problématiques communes, même si c'est sous des modalités différentes. Et c'est pour ça que j'ai regroupé, parce que je voulais... je vais dire pourquoi j'ai voulu le faire, c'est-à-dire que j'ai voulu montrer que les États-Unis avaient leur propre forme de déboussolement, qu'on voit par exemple à travers le wokisme, que j'analyse comme la conséquence de l'effondrement du protestantisme traditionnel. Pour moi, le wokisme reprend très clairement les obsessions classiques du protestantisme puritain, obsession pour le sexe, obsession pour la race, la question raciale, volonté ségrégationniste, sauf qu'avant, chez les anciens protestants, cette volonté ségrégationniste s'affichait pour ce qu'elle était, c'est-à-dire comme raciste. Aujourd'hui, elle se présente comme antiraciste. Obsession du péché et de la culpabilité, de la faute. Voilà, nous, les Américains blancs, nous avons fait l'esclavage. Voilà. Donc, il y a une problématique états-unienne qui est propre. Et ensuite, il y a une problématique européenne et française qui prend des formes différentes. Mais l'une de ces formes, c'est justement l'américanisation, l'importation du modèle communautariste américain, qu'on comprend d'ailleurs très mal en France, et également l'importation des thématiques woke. Et donc, l'une des modalités spécifiques
de la crise en Europe et tout particulièrement en France, c'est qu'elle se renie elle-même, renie son modèle et s'américanise. Et donc, pour pouvoir dialectiquement voir ces échanges, cette diffusion de cette américanisation du terreau européen, je les ai regroupés pour pouvoir parler des deux, mais tout en les distinguant bien. Dans mon ouvrage, il y a une partie où j'analyse le communautarisme américain, je montre ses ressorts historiques et psychologiques, et je souligne trois choses qu'oublient ceux qui disent qu'on devrait imiter le communautarisme américain en France. C'est que, les Américains sont extrêmement patriotes parce que sans le culte du drapeau et le patriotisme, une société aussi hétérogène en termes de classe et de race ne pourrait pas tenir, et que le patriotisme les fédère. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qu'ils oublient de voir, c'est le poids de la croyance religieuse, qui d'ailleurs est en crise, ce qui explique la crise des États-Unis, mais c'est que là aussi, la matrice protestante, les serments sur la Bible, l'Église le dimanche, etc., servaient de ciment à cette société communautariste et hétérogène. Et enfin, ce qu'ils oublient de voir, c'est que ce communautarisme américain est lié profondément et philosophiquement à un libéralisme économique. Il y a un lien entre, d'un côté, le libéralisme culturel, le multiculturalisme et le communautarisme, et de l'autre, le libéralisme économique. Et ce n'est pas pour rien si la France, qui propose un autre modèle, offre plus de protection sociale que les États-Unis. Et on sait bien, ça a été montré par un grand nombre de sociologues, notamment Putnam aux États-Unis, qu'une société très hétérogène et très communautariste, comme le sont les États-Unis, ne peut pas offrir un grand niveau de protection sociale et d'État-providence. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'au Danemark, la gauche danoise social-démocrate prend des mesures anti-immigration, anticommunautariste et assimilation, en disant attention, notre modèle social très protecteur, très généreux d'État-providence, auquel nous sommes attachés, voyez, vaut mieux être à l'hôpital au Danemark qu'aux États-Unis. S'il y a trop d'hétérogénéité dans la société et trop de communautarisme, il va imploser, parce que les communautés n'accepteront plus de payer les unes pour les autres, de fait d'une perte du sentiment de solidarité. Comme c'est d'ailleurs le cas aux États-Unis, où en fait, quand on vous dit « je ne veux pas payer pour une sécurité sociale universelle », généralement c'est un nom de code pour vous dire « je ne veux pas payer pour les Noirs, parce que je me sens trop différent d'eux ». En France, dans l'état actuel, on accepte encore de payer les uns pour les autres. Mais dans une société qui serait de plus en plus communautariste sur le modèle américain, eh bien, évidemment, il n'y aurait plus d'État-providence possible, non pas du fait de la diversité des couleurs de peau ou des origines, mais du fait de, justement, cette séparation communautariste et de distance entre les communautés. Et vous l'avez bien dit, le communautarisme américain est extraordinairement raciste contre les Indiens d'Amérique massacrés, génocidés, contre les Noirs. Et alors que la France est très différente. Le taux de mariage mixte est beaucoup plus élevé en France. Vous l'avez dit, et je le cite dans le livre, quand les Américains ont pris en charge la deuxième DB de Leclerc, ils ont dit à Leclerc, reprenez le modèle ségrégationniste américain et mettez les Noirs à part. Leclerc a refusé. Les Américains lui ont dit, eh bien, c'est tellement important pour nous que si vous n'acceptez pas, on coupe les crédits, vous n'aurez plus d'armes, vous n'aurez plus d'argent. Et Leclerc a été contraint d'accepter. Dans le domaine du jazz, le musicien Miles Davis, il a fui les États-Unis pour s'installer en France, à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, où il était infiniment plus tranquille et moins victime de racisme, et où il pouvait entretenir une liaison avec Juliette Gréco sans que personne ne lynche ou lui tire dessus parce qu'il était en couple, comme on dirait aujourd'hui, avec une femme blanche. Alors qu'aux États-Unis, à la même époque, parce que je ne sais plus quelle chanteuse noire s'était baignée dans une piscine d'un grand hôtel, à la même époque, le patron de l'hôtel a fait vider l'eau de la piscine et a fait changer l'eau parce qu'une noire s'y était baignée. Ce qui, à la même époque où Miles Davis, lui, s'était installé à Paris avec Juliette Gréco pour fuir le racisme américain, était évidemment inconcevable. Et donc, pour moi, il y a une continuité longue, et aujourd'hui, le soi-disant antiracisme, soi-disant pro-noir aux États-Unis et le wokisme, en fait, continuent
reproduisent, perpétuent cette vision raciste. Je l'ai dit tout à l'heure en vous parlant des manuels scolaires pour les Noirs, qui reprennent les pires clichés racistes des années 30, 40, 50 sur le noir qui serait soi-disant inférieur intellectuellement. Les réunions non mixtes, où on vous dit que les racisés, les noirs, doivent pouvoir se réunir en non-mixité. Mais c'est la reprise du modèle protestant de l'apartheid en Afrique du Sud ou de la ségrégation et du Ku Klux Klan aux États-Unis. Sauf que le vice, c'est que c'est présenté aujourd'hui comme de l'antiracisme, alors qu'en fait, c'est issu de cette tradition raciste et c'est exactement la même logique, la même architecture mentale. Et voilà, dans l'ouvrage, il y a un passage où j'ai analysé le communautarisme américain et ses différences avec le modèle français. J'ai essayé de voir son histoire. Et d'autre part, il y a un autre chapitre consacré spécifiquement à la question woke, où j'analyse justement le wokisme comme s'enracinant dans la mentalité protestante, ségrégationniste, violente également, des États-Unis. Merci beaucoup, Jean. Eh bien, merci à vous. Le débat est ouvert. Je vous en prie, n'hésitez pas. Alain. Vous avez décrit une Amérique protestante, voire le protestantisme en voie de, sinon d'effondrement, du moins de régression. Oui. Comme le catholicisme peut être en Europe. Tout à fait. Mais est-ce que c'est véritablement encore cette Amérique-là? Parce que il y en a quand même beaucoup qui sont des descendants d'immigrés irlandais, italiens, c'est-à-dire catholiques. Bien sûr. Bon, et puis, c'est pas pour rien que certains présidents américains veulent construire une barrière, parce qu'il y a tout de même l'immigration mexicaine ou enfin, d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Est-ce que cette Amérique-là, elle est encore marquée d'une façon aussi prégnante que ce que vous nous avez décrit par le protestantisme? Alors, je vais répondre. Je pense tout d'abord que Emmanuel Todd vous en parlera bien mieux que moi, qu'il est le grand spécialiste de la question. Je pense qu'en fait, la fascination intellectuelle pour la question protestante est au cœur de son œuvre. Alors, ma réponse, elle sera double. Je pense que oui. Je pense que l'Amérique reste encore fondamentalement marquée dans son imaginaire, dans sa psychologie, dans sa culture, par cette mentalité protestante et par cette vision du monde. Vous voyez même, j'en parle dans le livre, l'obsession américaine, très curieuse, pour les films d'horreur. Bien, à mon avis, elle tient à plusieurs choses. Déjà, au caractère extrêmement violent de la société américaine, avec un taux d'homicide bien plus élevé que ce qu'il est en France, peur de la violence, a également une forme de racisme, puisque le criminel ou le monstre du film d'horreur, c'est en fait un Indien, c'est un nom de code parce que les Américains ont vécu pendant des siècles sous la menace d'une attaque indienne et d'être crucifiés à la porte de leur grange par une attaque de Sioux ou d'Iroquois. Et ce qui a vraiment nourri une mentalité de la peur. Et donc on retrouve en fait cette figure de l'Indien à travers la figure du criminel ou du monstre dans les films d'horreur. Et enfin, dans les films d'horreur, vous voyez cette obsession pour le mal, pour le péché. Donc, pour moi, le protestantisme, malgré les évolutions ethniques dues notamment à l'évolution démographique des États-Unis, à l'immigration mexicaine, etc., latino en général, reste quand même la matrice de l'imaginaire américain encore aujourd'hui. Vous voyez, vous pourriez me dire, justement, vous auriez raison, que Joe Biden est un président catholique. Et c'est le deuxième. Mais je vous répondrai que sur tous les présidents qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a eu que 2 qui étaient catholiques, Kennedy et Biden. Et regardez par exemple même les discours qui sont tenus par les hommes politiques américains, par exemple à propos, souvenez-vous par exemple de George W. Bush, qui parlait d'axe du mal.
dans lequel il regroupait de manière un peu étrange la Corée du Nord, l'Iran, l'Irak de Saddam Hussein. Regardez également comment même aujourd'hui certains hommes politiques américains parlent de la Russie de Vladimir Poutine dans des termes qui en fait sont des termes théologiques, dans des termes religieux. D'ailleurs, je crois que c'est vous qui avez évoqué une vision en fait théologique de la géopolitique en termes de bien et de mal. Donc tout ça me semble toujours très présent aux États-Unis, encore aujourd'hui, même si c'est sous une forme inconsciente, laïcisée, sécularisée, diffuse. Et enfin, deuxièmement, c'est que justement ce protestantisme qui a irrigué toute l'histoire américaine, où les catholiques se sont fait une place, mais la matrice reste protestante, justement, c'est lui qui est en crise. Et la crise est au cœur du réacteur, si je puis dire, puisqu'on voit les taux de pratiques protestantes reculent, etc., etc. Et donc, tout ce qui avait structuré intellectuellement, anthropologiquement, sociologiquement, ces WASP, ces protestants blancs qui ont véritablement fait les États-Unis, c'est en train de s'effondrer. Et donc, ça aboutit justement, non pas à on va passer à autre chose, etc., etc. Mais une crise profonde, c'est que ces WASP déboussolés, puisqu'il n'y a plus de Dieu, eh bien, vont par exemple s'investir dans le wokisme. Voilà, c'est-à-dire on va reprendre tous les concepts du protestantisme, par exemple le thème de la faute, du péché, de la culpabilité, les obsessions pour le sexe et pour la race, la ségrégation, etc., etc., mais sous une forme désormais en apparence sécularisée et non religieuse, où il n'y a plus le Christ pour servir de médiateur et qui pourrait justement laver ce péché originel. Donc je pense que cette thématique reste toujours très importante aux États-Unis. Mais en effet, elle crée un gouffre entre des Mexicains toujours catholiques qui doivent regarder les WASP déboussolés, les protestants blancs des campus américains déboussolés, qui doivent les regarder quand même d'un drôle d'œil. D'ailleurs, dans le livre, je raconte une anecdote que j'ai intitulée « En poncho sur le campus », où vous avez un vidéaste amateur américain qui va sur un campus américain déguisé en cliché de mexicain traditionnel, avec un sombrero, un poncho, des maracas. Il demande aux étudiants blancs qui ne sont absolument pas latinos sur le campus ce qu'ils pensent de sa tenue, et on lui répond tu es raciste, tu te moques des Mexicains, tu fais de l'appropriation culturelle, c'est des clichés, etc., etc. On voit bien là la crise de la représentation. Il faudrait être mexicain pour pouvoir arborer des signes de la crise de la culture mexicaine. C'est ça la crise de la représentation. Et après, il prend sa voiture, il passe la frontière, il va au Mexique. Et là, il va, avec la même tenue, voir des Mexicains dans la rue, des vrais Mexicains non blancs. Il leur demande « Qu'est-ce que vous pensez de ma tenue? Est-ce qu'elle vous choque ?» Et ils répondent « Non, pas du tout, on adore, on trouve ça très bien, vous mettez en avant notre culture, c'est drôle, c'est bien de parler de nos vêtements traditionnels, etc. etc. » Et on voit qu'en fait, ce discours woke est d'abord et avant tout porté par des Blancs, ce discours woke qui prétend redonner la parole aux minorités est en fait en bonne partie porté, alors pas seulement, mais quand même beaucoup par une petite bourgeoisie blanche déboussolée et elle-même en crise, parce qu'en fait elle est en crise religieuse, qu'elle a perdu sa boussole religieuse. Donc voilà, c'est ça qu'on retrouve ici. Alors, je ne connais pas les États-Unis, mais il y a une chose qui me gêne un peu quand on parle du protestantisme. Oui. Parce que l'essence même du protestantisme, c'est d'être complètement éclaté. Oui. Dès le départ. Tout à fait. Alors, quelle incidence ça a? Ah bah, c'est... Malgré tout, on a l'impression, en nous entendant, qu'ils résonnent tous de la même façon. Ah bah, je pense que, justement, le protestantisme, comme le trotskisme d'ailleurs, a une tendance naturelle à la scission. Vous savez, là, vous connaissez cette vieille blague des militants révolutionnaires, 3 trotskistes, 2 courants, une scission. C'est la même chose pour les églises protestantes aux États-Unis.
Très vite, je vous raconte une blague américaine. Vous avez quelqu'un qui est sur un pont, qui veut se suicider, il veut se jeter dans un fleuve, dans l'Hudson par exemple. Il y a un passant qui arrive et qui lui demande, qui lui dit non monsieur, ne faites pas ça. Et qui lui dit moi je suis croyant et je peux vous aider. Et là le suicidaire répond ah bon moi je suis croyant. Ah bon et donc le passant lui dit vous êtes de quelle église? Je suis baptiste. Ah moi aussi je suis baptiste. Et vous êtes baptiste de quel courant? Je suis baptiste de la scission par exemple j'invente de 1905. Et là l'autre, le passant qui était prêt à lui venir en aide, le pousse dans l'eau et lui crie « Meurs, sale hérétique, moi je suis de la scission de 1902 ». Voilà, donc c'est le protestantisme américain. Mais ça n'empêche pas que derrière cette hyper-fragmentation en sectes, qui d'ailleurs a des conséquences, c'est pour ça que les États-Unis, c'est des protestants qui ont fui les persécutions religieuses en Angleterre, qui ont colonisé l'Amérique, ont beaucoup de mal avec la laïcité à la française. Ils y voient, parce qu'ils n'ont pas la même histoire, eux n'ont pas une histoire de guerre de religion entre catholiques et protestants, où l'État a finalement dû s'imposer et reprendre la main pour sauver la paix civile, et donc pour justement dire que la religion allait être quand même avant tout une affaire privée. Les États-Unis n'ont pas la même histoire, c'est une histoire faite de persécutés qui émigrent vers une terre promise, qui fuient l'Europe de tous les péchés, et donc pour eux, ils ont une tradition de liberté religieuse, et ils peuvent voir, par exemple, dans l'interdiction du voile à l'école en France, la loi de 2004, qu'ils ne comprennent pas comme une atteinte à la liberté religieuse, une forme de persécution. D'autant plus que cette loi a été faite par le président Chirac, qui était très critique de l'atlantisme, opposant à la guerre en Irak. Donc pour eux, dans leur esprit, ça leur est apparu vraiment comme quelque chose d'inquiétant, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas cette tradition française. Et ils ont, malgré leur éclatement, tous un logiciel commun, si je puis dire. Et ils étaient, les protestants étaient répartis dans quand même quelques grandes églises principales, dominantes. Par exemple, l'église épiscopalienne, qui est une scission en fait de l'anglicanisme quand les États-Unis sont devenus indépendants. Eh ben, il a fallu se couper de l'église anglicane d'Angleterre, dont le chef est le roi d'Angleterre. Eh bien, pour créer et ça a été l'un des grands courants dominants de la vie protestante américaine. Et ces grandes églises, quand même, majoritaires, traditionnelles, je crois qu'il y avait 8 grandes églises traditionnelles qui représentaient à peu près 50% de la population américaine dans les années 50, ces 8 grandes églises, en termes de nombre d'adeptes et en termes de pratiques, se sont complètement effondrées. Et le logiciel reste là, mais la croyance et la pratique se sont effondrées. Et c'est pour ça qu'on en arrive à un déboussolement qui prend par exemple la forme du wokisme. Dans notre bout d'Occident européen, oui. La laïcité à la française, ça ne marche pas tellement non plus, enfin c'est pas tellement reçu non plus. Ah bah, je suis bien d'accord. Pour moi, la laïcité à la française, elle est en crise parce qu'elle est désormais mal comprise de ceux qui sont censés l'appliquer et la défendre. Par exemple, vous allez dans les collèges et les lycées de la République où on applique la laïcité, il y a un drapeau de l'Union européenne. Mais en Europe, nous sommes le seul pays, par définition, à faire véritablement de la laïcité à la française. Les autres pays ne sont pas dans cette vision-là et ne sont pas... et les instances européennes, la Commission européenne, la bureaucratie européenne ne sont pas du tout dans cette vision. Elles sont dans un schéma communautariste. Donc comment vous pouvez dire aux élèves enlevez votre abaya au nom de la laïcité à la française et mettre un drapeau de l'Union européenne et sauter comme un cabri, comme disait le général de Gaulle, en criant Europe, 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 comme le font aujourd'hui un certain nombre d'hommes politiques français. De même, c'est Régis Debray qui explique très bien pourquoi lui-même faisait partie de la commission qui a fait la loi interdisant les signes religieux ostentatoires à l'école. Il explique pourquoi il faut interdire les signes religieux. Parce qu'il faut mettre l'école, lieu de transmission du savoir, à l'abri des influences de la société, que ce soit les influences religieuses, les influences communautaires ou les influences du capitalisme,
Or, on interdit le voile et l'abaya, à mon avis, à raison, à juste titre, mais on laisse pénétrer les marques et tous les symboles du capitalisme triomphant. Et donc, vous comprenez bien que là, pour défendre la laïcité et pour l'expliquer, ça devient incompréhensible. Et l'argument classique des musulmans qui sont favorables au port du voile à l'école, c'est de dire, mais vous interdisez mon voile, et vous autorisez par exemple les marques ostentatoires. Bon, bah moi, si je veux montrer de manière ostentatoire ma soumission à Dieu, ma soumission à Allah, pourquoi est-ce que j'ai moins de droits que quelqu'un qui veut mettre du Nike? Voilà. D'ailleurs, souvent, ils font les deux, hein, des Nike sous leur djellaba. Si vous voyez les salafistes, par exemple, la double soumission au capital et à Dieu. Et donc, à mon avis, comme la laïcité, comme le modèle républicain d'intérêt général supérieur aux intérêts particuliers dont découle la laïcité à la française n'est plus compris, n'est plus défendu par les dirigeants, c'est sûr que la laïcité qui faisait partie de ce package plus global ne peut plus vraiment convaincre. Si voilà, vous êtes Gabriel Attal, vous défendez la laïcité à l'école, à mon avis, à juste titre, il a raison, au nom du modèle républicain global, mais le modèle républicain, par ailleurs, vous jetez à la poubelle tout le reste. Voilà, la souveraineté populaire, etc., etc. Vous jetez tout le reste. La politique étrangère indépendante, vous courez pour vous aligner sur les États-Unis. C'est-à-dire que vous dites que vous voulez défendre la laïcité à la française, mais en même temps, vous vous alignez sur un pays communautariste et qui, lui, déteste la laïcité à la française. Et qui, il n'y a qu'à lire les télégrammes de l'ambassadeur des États-Unis à Paris, qui dit « la laïcité française est raciste », parce qu'il ne la comprend pas. Quand vous étiez Jacques Chirac, il y avait une cohérence. Vous interdisez le voile à l'école et vous vous opposez à la guerre en Irak. C'était cohérent. On défendait le modèle laïque français face au communautarisme américain et en même temps, on défendait la politique française traditionnelle, ce que celle qu'Hubert Védrine appelle gaulo-mitterrandienne, face aux États-Unis. Et en même temps, on disait attention, la laïcité c'est important, si vous renversez Saddam Hussein, qui n'est pas très sympathique, mais qui est laïque, vous allez faire le lit des islamistes. Bon, ça c'était cohérent, il y avait un alignement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'alignement. On dit, on interdit l'abaya, très bien, mais après on court derrière les États-Unis, on s'aligne totalement sur eux. Or, les États-Unis, c'est communautariste, c'est anti-laïque. Et c'est eux qui essayent de renverser qui pendant un temps ont tout fait pour renverser les régimes laïques dans le monde arabe. Donc, l'alignement est perdu, la laïcité devient inaudible, incompréhensible, et elle est simplement perçue comme du racisme anti-arabe. Voilà. Mais parce que les dirigeants sont eux-mêmes déboussolés. Ils n'arrivent plus à réintégrer, à réencastrer la laïcité dans le modèle global auquel, je crois, la NAR est très attachée. Ce modèle de l'intérêt général qui l'emporte sur l'intérêt des individus ou des communautés. Oui, je voulais préciser, à savoir c'est un peu plus ancien, puisque même les États-Unis considèrent qu'il n'y a pas de liberté religieuse en France. La façon dont nous avons légiféré, nous avons comporté vis-à-vis de la scientologie, ils considèrent que... Tout à fait. Même les Allemands ont pris des lois, des réglementations contre la scientologie, sont dans le collimateur des Américains, qui considèrent que ce sont des atteintes à la liberté religieuse. Exactement. Vous voyez que les États-Unis sont, évidemment, alors il y a deux choses, sont le paradis des sectes, avec des fois d'ailleurs des catastrophes, hein, comme exactement la catastrophe de Waco, avec des sectes qui dérivent vers le terrorisme et où on doit faire intervenir les forces de l'ordre pour donner l'assaut, parce que vous avez un groupe d'hurluberlus qui s'est retranché avec des armes de guerre et qui va faire un massacre collectif. Donc ça, c'est le premier problème. Que les États-Unis soient un paradis pour les sectes, ça ne me dérange pas, ça me rend un peu triste et compatissant pour les victimes de ces sectes, mais c'est leur histoire. C'est leur histoire, c'est leur imaginaire, c'est leur mentalité. Je ne veux pas imposer le modèle français aux États-Unis, déjà parce que je n'en aurais absolument pas les moyens, mais également pour une autre raison plus profonde, c'est que c'est leur imaginaire, c'est leur histoire, je ne le remets pas en question. Mais eux, par contre, ne sont pas du tout dans la même démarche, puisque eux cherchent en effet à promouvoir le modèle communautariste et critique de la laïcité française en France et ailleurs en Europe.
que ce soit vis-à-vis de certaines tendances de l'islam ou de sectes comme la scientologie. Je me demandais, ne pensez-vous pas qu'ils sont justement déboussolés, nos dirigeants et globalement nos élites et même nous tous, hein, parce que Régis Debray dit dans ce livre que nous sommes tous devenus des Américains. Oui. Depuis des décennies, on oui. a été biberonnés à la culture américaine. Le soft power américain, ça date de 45, 46, le plan de Marshall, etc. Et que des générations entières ont grandi avec cet imaginaire post-protestant, avec cet imaginaire américain qui est ancré si profondément que, comme il dit, de vrai, on ne le sent plus comme quelque chose d'étranger. Tout à fait. C'est le nôtre, c'est devenu notre imaginaire à nous. Et des anciens imaginaires à nous, les Européens, il nous reste quelques mots, on parle des valeurs républicaines, mais on est perdu, on ne sait plus ce que c'est, les valeurs républicaines, on en parle de manière tout à fait abstraite, parce qu'on est biberonné à quelque chose qui est devenu le nôtre, mais qui n'était pas le nôtre à la base, et on ne sait plus comment sauver ces anciennes civilisations qui sont englouties par cette décivilisation qui dissout tout le reste dans tout à fait. Ce gloubi-boulga. Exactement. J'emploie d'ailleurs le mot gloubi-boulga dans le livre, et oui, je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, le wokisme est un phénomène typiquement américain, c'est pour ça qu'il est né aux États-Unis, lié à l'imaginaire américain, mais ça ne l'empêche pas de se diffuser ailleurs, puisque nous nous américanisons. Exactement comme les fast-foods sont liés à la culture américaine, au mode de vie américain, avec ces grandes routes qui n'en finissent plus, et ce rapport particulier à l'alimentation, etc., etc. Mais ça n'empêche pas les fast-foods américains de se développer en Amérique, du fait justement de l'américanisation de nos sociétés. Et cette américanisation, bien sûr, elle remet en question le modèle français républicain et assimilationniste. Elle remet en question tous nos fondements. Et donc, nous sommes peut-être tous nous-mêmes un peu déboussolés. Nos dirigeants le sont, et c'est pour ça que finalement ils ne sont pas cohérents, pas crédibles, pas légitimes, pas armés intellectuellement pour pouvoir défendre notre modèle. Puisque, en effet, quand vous prétendez défendre la laïcité à la française, mais qu'en même temps vous êtes complètement américanisé, ça n'a aucun sens, puisque la laïcité à la française est incompatible avec ce modèle républicain. Et on voit aujourd'hui que tous les courants politiques sont gagnés. C'était à une époque encore récente, il y a à peine 20 ans ou 21 ans, c'était beaucoup moins net au moment de l'opposition de la France à la guerre en Irak. Mais regardez aujourd'hui, alignement atlantiste total de la part du président de la République. Bon, et comportement américain, la main sur le cœur pendant la Marseillaise, etc., etc. La droite identitaire, censée défendre l'identité française. Bon, fasciné par le modèle de l'alt-right américaine. Éric Zemmour, son heure de gloire, c'est quand il a eu Trump, qui à l'époque n'était déjà plus président, au téléphone. Donc, fascination pour le modèle de l'alt-right américaine. La gauche radicale, qu'on croyait anti-américaine, qu'on croyait anti-impérialiste, Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens, qui après la mort de George Floyd, vont mettre un genou à terre. Typiquement dans la symbolique américaine pour des problématiques qui ne nous concernent pas. Et le féminisme, regardez les féministes françaises qui en fait sont simplement des imitatrices du féminisme américain et qui brandissent la figure de la sorcière. Bon, très bien, mais en fait la persécution des sorcières, c'est la persécution des sorcières de Salem dans ce qui deviendra plus tard les États-Unis. Et c'est à ça que ça fait référence. Nous, c'est une histoire complètement différente et c'est bien un signe d'américanisation. Donc on voit une américanisation qui se glisse partout et qui avec elle charrie le communautarisme, le wokisme, mais qui touche tous les courants, y compris dans la droite identitaire, qui du coup n'a plus d'identitaire que le nom. Une ultime question, je t'en prie Olivier.
Oui, je reviens au début de votre intervention et sur la critique que vous avez faite de la conception de la guerre des civilisations, en disant qu'il y a guerre des civilisations. Il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons persuadés de notre civilisation, de sa valeur, que ceux qui sont en face de nous, à côté de nous, en soient convaincus. Et puis il y avait un troisième argument que j'ai oublié. Qui sont eux-mêmes divisés. Et qui sont eux-mêmes divisés. Mais je reviens sur le premier. Quelque part, vous avez insisté d'ailleurs sur une espèce de forme de spécificité française en Europe par rapport à ce problème-là. Et je pense que vous avez raison. Parce que pour connaître un petit peu d'autres pays européens, enfin, je connais bien l'Italie, mon épouse est italienne, donc ça fait 40 ans mariée. Je pratique ce pays depuis longtemps. Et je connais un petit peu le Royaume-Uni aussi. J'ai le sentiment que cette problématique-là est posée de façon différente dans ces pays. Il y a une forme de patriotisme plus profond que chez nous aujourd'hui. Et qu'il y a aussi une espèce de forme d'attachement à une civilisation qui n'est pas une civilisation, je dirais, théorique, mais une civilisation très concrète et très pratique, parce que très enracinée. Les Italiens sont d'abord des Ligures, des Lombards, des Siciliens, et après les Italiens, ils sont fiers des Italiens. Je pense qu'en Allemagne, on a le même sentiment, et au Royaume-Uni, on est d'abord écossais, gallois, anglais, etc. Donc on est enraciné dans quelque chose qui est déjà une pratique de civilisation. Nous, est-ce que quelque part on n'a pas oublié ça? Et est-ce que le fait d'être, comme vous dites, peut-être plus décivilisé que d'autres, renvoie pas à notre problème d'enracinement, de perte d'enracinement? Je suis tout à fait d'accord. Je pense que vous venez de parfaitement résumer ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre. Et c'est-à-dire qu'il y a... alors, je pense que c'est un phénomène qui est commun, en tout cas... Alors, en effet, je ne parle pas de l'Italie, je suis d'accord avec vous, qui est commun aux États-Unis, au Royaume-Uni et à la France, et avec peut-être vraiment une dimension spectaculaire en France, que vous soulignez très justement, et qui explique, moi je suis un défenseur de l'assimilation, mais on ne peut défendre l'assimilation et demander aux autres de s'assimiler que si on a un modèle, que si on a un projet commun de société et un modèle profond, respectable, enviable, auquel s'assimiler. Parce que s'assimiler, oui, mais à quoi? Et donc, en effet, qu'en France, il y a un déracinement qui est absolument spectaculaire. Et pour le coup, Jean, vous parliez de l'Italie, à mon avis plus fort qu'en Italie, ça se voit par exemple au fast-food. Vous trouvez beaucoup plus de fast-food aux États-Unis, oui, aux États-Unis bien sûr, mais vous trouvez beaucoup plus de fast-food à l'américaine, en France, qu'en Italie. Voilà. Donc, en France, il y a des paysages qui ont été, Pierre Vermeuren en parlera mieux que moi, mais des paysages saccagés. Il y a une inculture historique, notamment chez les jeunes, en termes de connaissance de l'histoire de France, qui est absolument spectaculaire. Là encore, comment demander à des enfants d'immigrés d'aimer la France, de connaître son histoire et de s'y assimiler, ce qui, à mon avis, est une demande légitime, mais si les jeunes Français, entre guillemets, de souche, il y a aujourd'hui 50% des jeunes, d'après une enquête, qui ne savent pas que la Révolution française a eu lieu en 1789. Donc, à mon avis, il y a... et aussi même dans l'habitat, où vous habitez un pavillon de banlieue dans la France périphérique, et vous allez chez Ikea et dans les zones commerciales. Donc une déculturation qui touche tous les aspects de la vie. On est au pays de la gastronomie, invasion des fast-foods. Et donc, c'est, à mon avis, ce qui rend le malaise français aussi spectaculaire, aussi profond. Et je pense que vous le soulignez tout à fait. Chers amis, on pourrait poursuivre très longuement cette conversation. J'aurais encore bien des choses à dire à Jean, mais on va arrêter parce que l'heure s'avance.
En priant Jean-Loup de revenir avec son prochain livre. Avec grand plaisir. Parce que ce n'est pas le premier d'abord, c'est le deuxième livre. Oui, c'est mon premier livre seul. L'autre était le premier livre seul. Et il y en aura d'autres, nous l'espérons. Je l'espère, après l'Occident déboussolé. Merci à vous et merci Bertrand.